Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances d'été. On se retrouve aujourd'hui pour cette rentrée avec une nouvelle vidéo sur les anti-asthmatiques. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me suivre dans mes autres réseaux sociaux. Tout d'abord, qu'est-ce que l'asthme ? L'asthme est une pathologie respiratoire fréquente, surtout chez les enfants, qui associe deux caractéristiques, une inflammation chronique et une hyperréactivité des bronches. Cela aura pour conséquence une diminution du calibre des bronches, c'est-à-dire bronchoconstriction, un épaississement de la paroi bronchique qui accentuera la diminution du calibre des bronches et une hypersécrétion bronchique qui risque de boucher les bronches. On comprend alors que l'asthme est un trouble ventilatoire obstructif à cause justement de la diminution du calibre et de l'excès de sécrétion qui va obstruer les bronches, mais aussi paroxystique, car on retrouve des spasmes du muscle lisse bronchique, et réversible, soit spontanément, soit à l'aide d'un traitement. Généralement, les patients qui en souffrent ont un terrain qu'on dit atopique, c'est-à-dire allergique. On parlera alors d'asthme allergique. Cette inflammation chronique est caractérisée par une infiltration cellulaire où vont dominer les polynucléaires éosinophiles, ou encore PNE, à côté desquels on retrouve des polynucléaires neutrophiles, PNN, des lymphocytes, des monocytes et des mastocytes. On verra plus tard comment toutes ces cellules vont participer à ce processus. Il y aura une hypertrophie des glandes à mucus avec hypersécrétion de mucus, ce qui peut provoquer la formation de bouchons muqueux qui seront responsables d'une obstruction bronchique. Cela risque d'évoluer vers des lésions de l'épithélium bronchique, ce qui mettra à nu la membrane basale et les terminaisons nerveuses sensibles à l'irritation et à une facilitation de la pénétration des allergènes et des agents irritants qui peuvent être nocifs. Parlons maintenant du processus allergique qui va mener à une infiltration cellulaire, dont je viens de parler. Elle commence par une phase de sensibilisation. On aura la personne qui sera sensibilisée à un pneumoallergène. C'est un allergène qui agit au niveau bronchique, auquel elle va être exposée de manière répétée. Cet allergène sera reconnu par les cellules dendritiques, qui sont des cellules présentatrices d'antigènes, ou CPA, et qui vont le transformer en peptide pour le présenter aux lymphocytes Th2. Ces derniers vont sécréter en réponse des cytokines qui sont des interleukines de type 4, qui seront reconnus par les lymphocytes B. Les lymphocytes B ont pour rôle la synthèse d'anticorps, qui seront dans ce cas précis des IgE, des immunoglobulines de type E, qui iront fixer leurs récepteurs à la surface des mastocytes. Les lymphocytes Th2 vont également sécréter des interleukines de type 5 et de type 3, qui vont activer les PNE. On arrive ensuite à la phase précoce, durant laquelle ce pneumoallergène va être réintroduit après l'exposition répétée, qu'on vient de voir. La fixation de complexes IgE antigènes sur des récepteurs spécifiques, localisés à la surface des mastocytes, va induire la dégranulation de ce type cellulaire, permettant ainsi l'excrétion de nombreux médiateurs susceptibles d'intervenir dans cette inflammation bronchique. Ce sont des médiateurs comme les leucotriènes, les cytokines, les tryptases ou encore du thromboxane. Les cytokines sécrétées comme l'interleukine 5 vont amplifier l'activation des PNE, sécrètent des médiateurs de l'inflammation comme les leucotriènes, les MBP et les ECP. Tout cela va résulter en une inflammation chronique qui caractérise l'asthme. Enfin, on arrive à la phase tardive où aura lieu cette infiltration cellulaire inflammatoire dont on a parlé avec toutes ces cellules qu'on vient de voir qui participent à la sécrétion de médiateurs toxiques qui contribuent à la formation de lésions épithéliales bronchiques et à l'hyperactivité bronchique dont on va parler maintenant. Cette hyperréactivité des bronches, c'est en fait la contraction exagérée des bronches après des stimulus non spécifiques, comme des allergènes dans le cas de l'asthme allergique. Cela va se présenter sous forme de crise qui se manifeste par des dyspnées, c'est-à-dire des difficultés respiratoires, des sifflements, une oppression thoracique et une toux qui surviennent majoritairement la nuit. Ces crises et symptômes sont réversibles spontanément ou bien après un traitement. C'est lorsque ces crises ne sont plus réversibles spontanément que le patient devra suivre un traitement. Voici la liste des antiasthmatiques que l'on va voir dans cette vidéo. Il y a deux grands groupes, les bronchodilatateurs qui agissent sur la bronchoconstriction
et la diminution du calibre des bronches, notamment, et les anti-inflammatoires qui, eux, ciblent plutôt le côté inflammatoire. Dans les bronchodilatateurs, il y a les bêta-2 stimulants à action brève ou rapide et ceux à action prolongée, et puis les anticholinergiques. Dans les anti-inflammatoires, il y a les corticoïdes, qui est une classe que j'ai déjà traitée dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait, car je ne vais pas beaucoup développer cette classe. Je vous mettrai le lien en haut à droite et en description. Ensuite, les anti-leucotriènes, anti-IgE et méthylxanthine. Je vais commencer par les bronchodilatateurs bêta-2 stimulants. Il y en a deux types, ceux à action brève, qui sont utilisés dans le traitement de crise, ce sont le salbutamol et la terbutaline. Il faut prendre en cas de crise 1 à 2 bouffées sans dépasser 15 par jour. Ceux à action prolongée sont utilisés en traitement préventif, donc de fond. Ce sont le formoterol, salméterol, bambutérol et terbutaline. Ils sont utilisés par voie inhalée, ce qui est logique puisque leur site d'action est local dans les poumons. Ils peuvent toutefois être utilisés par voie orale ou injectables dans les cas graves d'urgence où les traitements par voie inhalée ne suffisent plus. Comme leur nom l'indique, ce sont des agonistes des récepteurs bêta de type 2 adrénergiques bronchiques. Ils auront un effet sympathomimétique en activant ces récepteurs qui se trouvent dans les bronches au niveau des fibres musculaires. Il y aura alors activation de l'adénylate cyclase qui va produire l'AMPC, puis activation de la protéine kinase C qui phosphoryle la kinase des chaînes légères de myosine, devenant alors inactive. La conséquence sera la relaxation des fibres musculaires lisses, c'est-à-dire une bronchorelaxation ou une bronchodilatation. Les effets de ces médicaments sont, comme on vient de le voir, la bronchodilatation, la diminution de la libération des médiateurs de l'inflammation et l'augmentation de l'épuration bronchique. Toutefois, il faut noter qu'il peut y avoir un mécanisme de résistance des récepteurs au traitement lorsqu'ils sont utilisés au long cours. Au bout d'un certain temps, ça ne marchera plus aussi bien et à ce moment-là, il faudra changer de traitement. Comme tout médicament, il présente des effets indésirables qui sont tout de même rares s'ils sont pris par inhalation, car il y a peu de passages systémiques. S'ils sont pris par voie orale ou injectable, alors ces effets potentiels sont des tremblements, des céphalées, des crampes. Dans ce cas, il faut changer de bêta-2 mimétique, mais aussi des toux d'irritation ou encore des problèmes de coordination main-poumon qui sont surtout présents chez les enfants qui n'arrivent pas à synchroniser l'inspiration du produit et l'enclenchement du dispositif pour envoyer la dose. Dans ce cas, il est possible d'utiliser des chambres d'inhalation qui facilitent l'inhalation. Il peut également y avoir des effets bêta-1 par manque de sélectivité au bêta-2. À ce moment-là, ce sont les effets de type hyperglycémie, hypertension artérielle, tachycardie et hypokaliémie à surveiller. Les anticholinergiques sont par exemple l'ipratropium ou tiotropium. Pour s'en rappeler, c'est simple, ils finissent par tropium. Ils sont administrés par voie inhalée et sont associés au bêta-2 mimétique car ils présentent une synergie d'action puisqu'ils ont des sites d'action différents. Pour leur mécanisme d'action, ce sont des antagonistes compétitifs non sélectifs des récepteurs muscariniques M3. Puisqu'ils sont anticholinergiques, ils sont donc atropiniques. Et qui dit anticholinergique dit atropinique. Ils induisent alors une bronchodilatation mais qui sera moins puissante qu'avec les bêta-2 mimétiques qu'on vient de voir. Et ils permettent la diminution des sécrétions bronchiques. Pour leurs effets indésirables, ils n'ont pas d'effet systémique, ainsi les effets indésirables se limitent à la sphère ORL avec une sécheresse buccale et des irritations pharyngées ou encore mydriase. Les corticoïdes maintenant, ce sont beclométasone, fluticasone ou budesonide qui sont administrés par voie inhalée. Ceux qui seront administrés par voie orale, comme la prédnisone, sont utilisés pour traiter l'asthme aigu grave ou bien lors des traitements de fond de l'asthme sévère du palier 5. On verra les paliers de traitement plus loin dans la vidéo. L'effet maximal de ce traitement va être obtenu après plusieurs semaines de traitement. Les corticoïdes vont fixer un récepteur cytosolique de type facteur de transcription qui va ensuite migrer dans le noyau pour y fixer l'ADN dans un domaine appelé HRE, ce qui va modifier la transcription génique de la cellule. Ils auront des effets anti-inflammatoires bronchiques puisque, vous le savez, les corticoïdes sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. Ils diminuent la libération des médiateurs de l'inflammation, la sécrétion bronchique, la perméabilité vasculaire et l'infiltration cellulaire. Leurs effets indésirables sont limités à la sphère ORL, encore une fois puisqu'ils sont pris par voie inhalée.
Je ne parle pas des corticoïdes par voie orale ou injectable, bien évidemment. Ça peut être une voie ROC ou des candidoses buccales ou oropharyngées, assez fréquents, mais qu'il est possible de prévenir en se rinçant la bouche après chaque utilisation du dispositif. Passons aux antileucotriènes. C'est le montelukast qui se prend par voie orale cette fois-ci. C'est un traitement additif de l'asthme mal contrôlé par les bêta-2 mimétiques et les corticoïdes. Ce n'est pas un traitement de première intention. Il agit comme antagoniste compétitif des récepteurs 6LT1, ce qui lui confère un effet anti-inflammatoire. Il permet tout de même une bronchodilatation lente, une diminution des sécrétions bronchiques, de la perméabilité vasculaire et de l'infiltration cellulaire. Les effets indésirables qu'il peut provoquer sont des douleurs abdominales ou des céphalées. Il y a des effets neuropsychiatriques qui viennent d'être décelés. Ils se manifestent sous forme de rêves anormaux, de cauchemars, d'insomnie, de somnambulisme, de dépression ou encore d'irritabilité. Les méthylxanthines, ce sont par exemple la théophiline prise par voie orale et l'aminophiline prise par voie injectable. Mais ils sont réservés à l'hôpital et sous surveillance de la théophilinémie et de l'ECG, car sa marge thérapeutique est très étroite. Ce sont des inhibiteurs non sélectifs des phosphodiestérases, dites PDE. Ils auront des effets différents en fonction de leur concentration. Un effet de bronchodilatation lorsqu'ils ciblent les PDE de type 2 ou 4 à forte concentration. Un effet anti-inflammatoire lorsqu'ils ciblent les PDE de type 4 à faible concentration. Et l'effet anti-PDE non spécifique, lui, est responsable des effets indésirables. Comme je viens de le dire, ils ont une zone ou marge thérapeutique étroite. Si la théophilinémie est inférieure à 40 mg par litre, les effets indésirables seront nervosité, insomnie ou céphalée. En cas de surdosage, c'est-à-dire de théophilinémie supérieure à 40 mg par litre, les effets seront plutôt tachycardie, convulsion ou coma. D'où l'importance de surveiller la théophilinémie. Ensuite, ils sont métabolisés par les cytochromes de type 3A4 et 1A2. Attention donc aux interactions médicamenteuses. Autre point important, c'est que leur pharmacocinétique est non linéaire. C'est-à-dire que si jamais on multiplie par 2 la posologie de la théophiline, eh bien la théophilinémie ne sera pas multipliée par 2, mais plutôt par 4. Il faut faire très attention avec cette classe. La dernière classe dont je vais parler, c'est les anti-IgE comme l'omalizumab, qui sont injectés. C'est un anticorps monoclonal anti-IgE humain, c'est-à-dire qu'il fixe spécifiquement les IgE circulants pour empêcher la fixation des IgE sur les récepteurs à la surface des mastocytes et bloquer la cascade allergique. Ils vont neutraliser les IgE. Ils sont utilisés pour traiter l'asthme allergique persistant sévère, mal contrôlé, de palier 5. Ce n'est pas un traitement qu'on utilise en première intention, mais en dernière intention et uniquement si l'asthme est allergique, puisqu'il doit y avoir intervention des IgE. Les effets indésirables sont une douleur aussi d'injection et des céphalées. Pour terminer, il faut savoir que la prise en charge de l'asthme se divise en 5 paliers. Le premier palier correspond à de l'asthme intermittent qui peut se traiter si nécessaire par des corticoïdes inhalés à faible dose à la demande, plus du formotérol. Le palier 2 correspond à de l'asthme persistant léger qui se traite par des corticoïdes inhalés à faible dose en continu, cette fois-ci et pas à la demande, plus du formotérol. Ou bien il est possible aussi de traiter avec du montelukast. Le palier 3 est l'asthme persistant modéré, où ça sera cette fois-ci avec une association au bêta-2 de longue durée, ou en augmentant la dose à une dose moyenne, ou encore l'association du montelukast. Le palier 4 est l'asthme persistant sévère, qui nécessite une dose moyenne ou bien une forte dose de corticoïdes inhalés associés à du montelukast. Et enfin, le palier 5 correspond à l'asthme persistant très sévère, où il faudra associer au traitement de palier 4, qui ne suffit plus, de l'omalizumab ou du tiotropium. Et dans les cas graves, un corticoïde par voie orale sera nécessaire. Voilà pour cette vidéo sur les anti-asthmatiques, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite prochainement. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.